En 1857, dans le comté de Henrico en Virginie, il existait une propriété que les gens du coin appelaient simplement le domaine de la veuve. Officiellement, c'était Thornbury Hall, une plantation de tabac qui s'étendait sur près de 800 acres de terre fertile. Mais ce qui rendait cet endroit particulier, ce n'était ni la qualité de son tabac, ni la grandeur de sa demeure coloniale aux colonnes blanches. C'était sa maîtresse. Lady Isadora Thornbury avait 34 ans lorsque son mari, Lord Cornelius Thornbury, succomba à une fièvre foudroyante au printemps de 1855. Beaucoup s'attendaient à ce qu'elle vende la propriété, qu'elle retourne chez sa famille en Caroline du Sud, ou qu'elle se remarie rapidement comme le faisaient les veuves de son rang. Elle ne fit rien de tout cela. Au lieu de cela, elle prit les rênes du domaine avec une poigne que personne n'avait anticipée. Les contremaîtres qui avaient cru pouvoir profiter de l'inexpérience d'une femme furent congédiés un par un. Les créanciers qui s'étaient présentés avec des sourires condescendants repartirent les mains vides et la mine défaite. En moins d'un an, Lady Thornbury avait non seulement maintenu la production de la plantation, mais l'avait augmentée de près d'un tiers. Les voisins ne savaient pas trop quoi penser d'elle. Les hommes la trouvaient dérangeante, cette femme qui osait leur parler d'égal à égal lors des réunions des planteurs. Les femmes la regardaient avec un mélange de fascination et de réprobation, car elle ne respectait aucune des conventions qui régissaient leur monde. Elle montait à cheval seule, gérait ses propres comptes, et n'avait jamais versé une larme en public pour son défunt mari. On murmurait qu'elle avait le sort aussi froid que les hivers du Massachusetts, d'où venait sa famille maternelle. On disait qu'elle traitait ses esclaves avec une efficacité glaciale, sans la cruauté gratuite de certains planteurs, mais sans aucune des faiblesses sentimentales non plus. Pour elle, ils étaient des outils, des investissements, des chiffres dans un grand livre de comptes. La grande demeure de Thornbury Hall reflétait parfaitement sa propriétaire. Tout y était ordonné, méticuleux, contrôlé. Les domestiques se déplaçaient en silence, accomplissant leurs tâches avec une précision d'horlogerie. Lady Thornbury ne tolérait ni le désordre ni l'imprévu. Elle avait construit autour d'elle un univers où chaque chose et chaque personne avait sa place assignée, et malheur à qui osait sortir du rang. C'est dans ce monde parfaitement maîtrisé qu'un grain de sable allait tout bouleverser. Le marché aux esclaves de Richmond, en ce matin de septembre 1856, grouillait de son activité habituelle. Lady Thornbury s'y rendait rarement en personne, préférant envoyer son intendant pour ce genre de transaction. Mais ce jour-là, elle avait besoin d'un forgeron qualifié, et elle ne faisait confiance à personne d'autre qu'à elle-même pour évaluer la marchandise. Elle le repéra immédiatement parmi la masse des corps enchaînés. Il se tenait différemment des autres. Pas avec arrogance, il aurait été fouetté pour moins que ça, mais avec une sorte de calme intérieur qui le distinguait, alors que les autres gardaient les yeux baissés ou jetaient des regards furtifs et apeurés, lui fixaient un point devant lui, quelque part au-delà de la foule des acheteurs, comme s'il contemplait un horizon que personne d'autre ne pouvait voir. Il s'appelait Obasi. 31 ans selon les registres, bien que lui-même ne connaisse pas sa date de naissance exacte. Capturé à l'âge de 12 ans dans ce qui est aujourd'hui le Nigeria, il avait traversé l'Atlantique dans la cale d'un navire négrier, survécu à la traversée qui avait emporté la moitié des captifs, et passé les 19 années suivantes à être vendu, revendu, loué, échangé. Il avait appris le métier de forgeron chez son troisième propriétaire, un homme qui avait reconnu son intelligence et sa capacité à maîtriser des tâches complexes. Ce savoir-faire l'avait à la fois protégé et condamné protégé parce qu'un bon forgeron valait cher et qu'on ne l'abîmait pas inutilement. Condamné parce que sa valeur marchande élevée le condamnait à rester esclave toute sa vie. Lady Thornbury examina ses mains, ses bras, ses dents comme elle l'aurait fait pour un cheval de prix. Elle nota les cicatrices sur son dos, traces d'anciennes corrections, mais constata qu'elles étaient peu nombreuses pour un homme de son âge. Soit il avait eu des maîtres relativement cléments, soit il avait appris très tôt à ne pas provoquer leur colère. Ce qu'elle ne pouvait pas voir, ce qu'aucun acheteur ne pouvait deviner en examinant un corps sur un marché, c'était ce qu'Obasi avait perdu en chemin. Une femme, Adaez, vendue séparément 5 ans plus tôt lorsque leur maître avait fait faillite. Un fils, Chidi, né de cette union et arraché à sa mère à l'âge de 3 ans pour être vendu à un planteur de Louisiane. Obasi ne savait pas s'ils étaient encore vivants. Il ne le saurait probablement jamais. Cette perte l'avait transformé.
Non pas en hommes brisés, il y en avait tellement de ceux-là, des coquilles vides qui travaillaient mécaniquement en attendant la mort, mais en quelque chose de plus difficile à définir. Il avait construit à l'intérieur de lui-même un espace que personne ne pouvait atteindre, un sanctuaire où il conservait ce qui restait de son humanité. Son corps appartenait à ses maîtres, son travail leur appartenait, ses paroles même leur appartenaient, puisqu'il devait peser chaque mot pour survivre. Mais cet espace intérieur, cette dignité silencieuse, restait à lui seul. Lady Thornbury paya $800 pour lui, un prix élevé mais justifié par ses compétences. Elle le fit transporter à Thornbury Hall, où une forge l'attendait, équipée de tout le matériel nécessaire. Elle lui expliqua ce qu'elle attendait de lui réparer les outils, ferrer les chevaux, forger les pièces métalliques dont la plantation avait besoin et le laissa s'installer dans la case qui lui était assignée, près de la forge. Durant les premières semaines, elle ne lui accorda pas plus d'attention qu'aux autres esclaves. Elle passait parfois près de la forge pour vérifier l'avancement des travaux, notait avec satisfaction la qualité de son ouvrage et repartait sans un mot de plus que nécessaire. Mais quelque chose avait commencé à germer dans son esprit, quelque chose qu'elle n'identifiait pas encore clairement. L'hiver 1856 fut particulièrement rigoureux en Virginie. Le froid mordant obligea Lady Thornbury à passer plus de temps à l'intérieur de la grande demeure, supervisant les travaux domestiques et gérant les affaires de la plantation depuis son bureau. C'est durant ces longs mois que son attention commença à se fixer sur le forgeron d'une manière qui dépassait le simple intérêt d'une propriétaire pour sa main-d'œuvre. Elle se surprenait à observer Obasi depuis les fenêtres de l'étage. Elle le regardait travailler, fascinée malgré elle par la précision de ses gestes, par la concentration absolue qu'il mettait dans chaque coup de marteau. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans ce spectacle, dans la façon dont les muscles de ses bras se tendaient, dont les étincelles jaillissaient de l'enclume, dont il semblait entièrement absorbé par sa tâche. Au début, elle se convainquit que cette surveillance était purement professionnelle. Après tout, n'était-ce pas son devoir de s'assurer que ses esclaves travaillaient efficacement, mais elle ne surveillait pas les autres avec cette insistance. Elle ne restait pas de longues minutes immobile derrière les rideaux à observer les cueilleurs de tabac ou les domestiques de maison. Quelque chose chez Obasi l'attirait et la dérangeait à la fois. C'était peut-être cette dignité tranquille qu'il portait en lui, cette façon qu'il avait de ne jamais paraître totalement soumis malgré sa condition d'esclave. Les autres baissaient les yeux devant elle, courbaient l'échine, s'effaçaient. Lui la regardait quand elle lui parlait brièvement, sans insolence, mais il la regardait et dans ses yeux, elle ne lisait ni peur ni haine, simplement une sorte de distance polie qui lui échappait. Lady Isadora Thornbury n'avait pas l'habitude que les choses lui échappent. Au printemps 1857, elle commença à le convoquer pour des tâches qui n'avaient rien à voir avec la forge. Elle le fit venir pour réparer une serrure qui fonctionnait parfaitement, pour ajuster des gonds de porte qui n'en avaient en nul besoin, pour installer des crochets dans des endroits improbables. Obasi obéissait sans poser de questions, accomplissait le travail demandé et repartait. Les domestiques de la maison ne tardèrent pas à remarquer ce manège. Dina, la cuisinière qui servait la famille depuis 30 ans, échangeait des regards entendus avec patience, la femme de chambre principale. Elles avaient vu assez de choses dans cette maison et dans d'autres pour reconnaître les signes, mais elles gardaient le silence, comme on leur avait appris à le faire depuis toujours. Un dimanche de mai, après l'office religieux, où elle s'était rendue comme chaque semaine pour maintenir les apparences, Lady Thornbury prit une décision. Elle avait passé toute la messe à penser au forgeron au lieu d'écouter le sermon du révérend Hopkins sur les dangers de la tentation. L'ironie de la situation ne lui échappait pas, mais elle ne la troublait guère. Ce soir-là, elle fit appeler Obasi pour qu'il répare un chandelier dans sa chambre privée. La demande était inhabituelle, ce genre de travail revenait normalement aux domestiques de l'intérieur, mais personne n'osa la questionner. Jonas, le majordome, transmit l'ordre avec une neutralité étudiée qui masquait son malaise. Obasi se présenta, sa boîte à outils à la main, et fut conduit jusqu'aux appartements de la maîtresse par un valet qui le laissa seul devant la porte. Elle l'attendait, assise près de la fenêtre, vêtue d'une robe de soie bleue, qui n'était pas sa tenue habituelle de fin de journée. Le chandelier en question était posé sur une table, l'un de ses bras légèrement tordu probablement par sa propre main, quelques heures plus tôt. « Répare-le », dit-elle simplement. Obasi s'exécuta. Il examina le chandelier,
identifia le problème et se mit au travail avec ses outils. Elle le regardait faire, les mains croisées sur ses genoux, le visage indéchiffrable. La pièce était silencieuse à l'exception du léger bruit métallique des réparations. Lorsqu'il eut terminé, il redressa le chandelier et le lui présenta. Elle ne le prit pas. « Pose-le sur la cheminée », ordonna T.L. Il obéit. Puis il attendit, debout au milieu de la chambre, qu'elle le congédie. Au lieu de cela, elle se leva et s'approcha de lui, pas trop près, mais assez pour qu'il puisse sentir son parfum, quelque chose de floral et de coûteux venu d'Europe. Elle l'observa longuement, de la tête aux pieds, comme elle l'avait fait au marché de Richmond, mais avec quelque chose de différent dans le regard cette fois. « Tu peux disposer », finit-elle par dire, et sa voix avait une qualité étrange, comme si elle était déçue ou frustrée par quelque chose qu'elle seule comprenait. Obasi inclina la tête et sortit. Dans le couloir, il croisa Patience qui faisait semblant d'épousseter un vase. Leurs yeux se rencontrèrent une fraction de seconde. Ils n'échangèrent pas un mot, mais ils s'étaient compris. L'été 1850, Seth apporta avec lui une chaleur étouffante qui transformait les champs de tabac en fournaise et rendait même les nuits difficiles à supporter. Lady Thornbury dormait mal, agitée par des pensées qu'elle s'efforçait de repousser pendant le jour, mais qui revenaient la hanter dès qu'elle fermait les yeux. Elle avait vécu 8 ans de mariage avec Lord Cornelius Thornbury, un homme de 20 ans son aîné qui l'avait épousée pour sa dot et sa jeunesse. Leur union avait été ce que l'on appelait un arrangement convenable, pas d'amour, peu de tendresse, mais une coexistence polie ponctuée par les devoirs conjugaux qu'elle avait accomplis avec résignation. Cornelius avait été un homme distant, plus préoccupé par ses chiens de chasse et ses parties de cartes que par sa jeune épouse. Les rares fois où il avait réclamé ses droits conjugaux, cela s'était déroulé dans l'obscurité, rapidement, sans un mot échangé. Lorsqu'il était mort, elle n'avait pas pleuré son absence mais savouré sa liberté nouvelle. Cette liberté, cependant, avait un prix. Une veuve de son rang ne pouvait pas se remarier sans sacrifier le contrôle qu'elle avait acquis sur sa propriété et sa vie. Un nouveau mari deviendrait automatiquement le maître de Thornbury Hall et Isadora retournerait au statut de simple épouse, dépendante et soumise. Cette perspective lui était insupportable. Mais la solitude avait ses propres tourments, et quelque chose en elle s'était éveillé, quelque chose qu'elle avait enfoui pendant des années de mariage sans passion. Le 15 juillet, une date qu'Obasi n'oublierait jamais, elle le fit convoquer après la tombée de la nuit. Le message lui parvint par l'intermédiaire de Jonas, le majordome, un homme âgé qui servait la famille depuis si longtemps qu'il faisait presque partie des meubles. Jonas transmit l'ordre sans commentaire, mais la façon dont il évita le regard d'Obasi en disait long. Cette fois, ce n'était pas un chandelier à réparer ni une serrure à ajuster. Lorsqu'Obasi entra dans la chambre de Lady Thornbury, elle était seule, vêtue d'une robe de nuit légère que la chaleur de l'été justifiait à peine. Les rideaux étaient tirés, les bougies allumées créaient une lumière dorée et intime. Elle lui fit signe de fermer la porte derrière lui. Obasi obéit, le cœur battant malgré son calme apparent. Il avait compris depuis des semaines ce qui se tramait. Il avait vu la façon dont elle le regardait, reconnu les signes qu'il avait appris à identifier chez d'autres maîtresses au fil des années. Cette situation n'était pas rare dans les plantations du Sud. Les liaisons entre propriétaires blanches et esclaves noirs existaient, même si elles étaient entourées d'un silence absolu. « Tu sais pourquoi tu es là » dit-elle, ce n'était pas une question. Il ne répondit pas. Elle s'approcha de lui, plus près qu'elle ne l'avait jamais fait, assez près pour qu'il sente la chaleur de son corps à travers le tissu fin de sa robe. Ses yeux gris-vert le fixaient avec une intensité qui aurait fait flancher la plupart des hommes. « Je te veux », dit-elle sans détour. « Pas une fois, régulièrement. Tu viendras quand je t'appellerai, tu feras ce que je te demanderai, et personne n'en saura jamais rien. En échange, ta vie ici sera confortable. Plus de travail à la forge par temps de canicule, une meilleure case, une meilleure nourriture, des privilèges que les autres n'ont pas. Zo. » Elle parlait d'une voix calme, assurée, comme si elle négociait l'achat d'un cheval ou la vente d'une récolte. Pour elle, c'était exactement cela une transaction. Elle possédait son corps,
Elle avait le droit d'en user comme bon lui semblait. Elle lui offrait simplement de rendre la chose agréable pour lui aussi. « Tu comprends ce que je te propose ?» demanda-t-elle. Obasi la regarda. Pour la première fois depuis son arrivée à Thornbury Hall, il la regarda vraiment, pas avec la déférence calculée de l'esclave, mais avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui venait de ce sanctuaire intérieur qu'il avait préservé au fil des années. « Je comprends, madame, dit-il. » Elle sourit, certaine de sa victoire. Qui refuserait une telle offre? Qui choisirait la sueur et la peine quand on lui proposait le confort en échange de si peu? Alors, le silence qui suivit dura une éternité, ou peut-être seulement quelques secondes. Le temps, dans ces moments-là, perd toute signification. « Non, dit Obasi. » Le mot tomba dans la pièce comme une pierre dans une eau stagnante. Lady Thornbury cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Dans toute sa vie de femme privilégiée, dans toutes ses années de maîtresse de plantation, personne, absolument personne, ne lui avait dit non. Pas ses domestiques, pas ses esclaves, pas même son défunt mari, qui avait pourtant tous les droits légaux sur elle. « Pardon ?» Sa voix était devenue dangereusement douce. « Non, madame, » répéta Obasi avec le même calme déconcertant. « Je refuse. Voilà. » Elle recula d'un pas, comme s'il l'avait physiquement repoussée. Pendant un instant, elle ne sut pas quoi dire, quoi faire. Son esprit tournait à vide, incapable de traiter cette information impossible. « Tu refuses, » dit-elle finalement, et les mots semblaient absurdes dans sa bouche. « Tu es mon esclave. Tu ne peux pas refuser. Vous possédez mon corps, madame. Vous possédez ma force de travail, mes mains, mon dos. Vous pouvez me faire fouetter, me vendre, me tuer si tel est votre bon plaisir. La loi vous donne tous ces droits, et je ne peux rien contre elle. » Il fit une pause, et dans cette pause, quelque chose changea dans son regard. Une flamme s'alluma, minuscule mais inextinguible. « Mais ce que vous me demandez ce soir, vous ne pouvez pas le prendre. Pas vraiment. Vous pourriez me forcer, vous avez le pouvoir pour cela. Mais ce ne serait pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est que je vienne à vous de mon plein gré, que je vous désire comme vous me désirez. Et cela, madame, cela ne vous appartient pas. » Van. Lady Thornbury le dévisageait, bouche entr'ouverte, oscillant entre l'incrédulité et une colère qui montait comme une marée. « Comment oses-tu » commença-t-elle. « Vous m'avez demandé si je comprenais votre proposition, » l'interrompit-il, et cette interruption en elle-même était un acte de rébellion inouï. « Je comprends parfaitement. Vous me proposez d'échanger les derniers lambeaux de ce qui me reste, ma dignité, mon humanité, ce que je suis au plus profond de moi-même contre quelques avantages matériels. Vous pensez que ces choses ont un prix parce que pour vous, tout a un prix. Bah, il secoua lentement la tête. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu mon fils. J'ai perdu ma terre, ma langue, mon nom même puisqu'Obasi n'est pas le nom que ma mère m'a donné. J'ai tout perdu, madame, sauf une chose, le droit de décider à qui je donne ce qui reste de mon sœur. Et ce droit, je ne vous le vendrai pas, pas pour une meilleure case, pas pour éviter la chaleur de la forge, pas même pour échapper au fouet que vous allez certainement ordonner. Mais un silence de mort s'abattit sur la chambre. La flamme des bougies vacillait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs. Quelque part dans la maison, une horloge sonna 11 coups. Lady Thornbury sentit quelque chose se briser en elle, pas son désir, qui brûlait toujours, mais quelque chose de plus fondamental. Personne ne l'avait jamais regardée comme cet homme la regardait en cet instant. Pas avec mépris, non. Avec quelque chose de pire. Avec pitié. Il la regardait comme on regarde quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne peut pas comprendre, qui est tellement enfermé dans sa propre vision du monde qu'il en devient aveugle aux réalités les plus évidentes. La rage la submergea alors, totale, dévastatrice. « Sors, siffla-t-elle, elle entre ses dents. Sors immédiatement. » Obasi inclina la tête une dernière fois et quitta la pièce sans se retourner. Dans le couloir obscur, il s'autorisa enfin à fermer les yeux et à respirer profondément. Il savait ce qui allait suivre. Il l'avait su avant même de prononcer le premier mot de son refus, mais pour la première fois depuis 19 ans, depuis ce jour lointain où des hommes armés avaient envahi son village et l'avaient arraché à tout ce qu'il connaissait
Il se sentait libre. Paradoxalement, absurdement, merveilleusement libre. Cette nuit-là, il dormit d'un sommeil sans rêve, le plus paisible qu'il ait connu depuis des années. Au matin, tout Thornbury Hall savait que quelque chose s'était passé. Les domestiques le sentaient dans l'air, dans la tension qui électrisait la grande maison, dans les portes qui claquaient et les ordres aboyés par une maîtresse dont le visage était un masque de fureur contenue. Lady Thornbury n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Elle avait tourné en rond dans sa chambre pendant des heures, passant de la rage à l'humiliation, de l'humiliation à l'incrédulité et de l'incrédulité à une détermination glaciale. Personne ne la rejetait impunément. Personne ne la regardait de haut. Surtout pas un esclave. À 8 heures du matin, elle convoqua Marcus Blackwell, son nouveau contremaître, un homme brutal que les esclaves surnommaient le boucher, pour sa générosité avec le fouet. Elle lui ordonna de faire venir Obasi devant la grande maison, attachée au poteau qui servait aux corrections publiques. À 9 heures, tous les esclaves de la plantation étaient rassemblés dans la cour, arrachés à leurs tâches matinales par des ordres péremptoires. Ils formaient un demi-cercle silencieux autour du poteau où Obasi était attaché, torse nu, les bras liés au-dessus de la tête. Lady Thornbury apparut sur le perron de la grande maison, vêtue de noir comme si elle portait le deuil. Sa voix porta clairement dans l'air du matin. « Cet homme a commis un crime », déclara-t-elle. « Cette nuit, il s'est introduit dans mes appartements privés avec l'intention de me violer. » Un murmure choqué parcourut l'assemblée des esclaves. Pas parce qu'ils croyaient l'accusation, ils savaient tous, sans avoir besoin de se le dire, ce qui s'était réellement passé, mais parce qu'ils comprenaient les implications de ce mensonge. Obasi ne protesta pas. À quoi bon? Sa parole contre celle de sa maîtresse ne valait rien devant la loi. Il était coupable parce qu'elle avait décidé qu'il l'était, et aucun tribunal, aucun juge, aucune autorité ne prendrait sa défense. Le châtiment pour une telle offense serait normalement la mort, continua Lady Thornbury. Mais je suis une femme chrétienne et miséricordieuse. Il recevra 50 coups de fouet et sera vendu dans les mines de charbon de l'Ouest, qu'il serve d'exemple à quiconque oserait lever les yeux vers sa maîtresse avec des intentions impures. Marcus Blackwell s'avança, déroulant son fouet avec une satisfaction visible. C'était un instrument redoutable, une lanière de cuir tressé capable d'arracher la chair jusqu'à l'os entre des mains expertes. Le premier coup claqua comme un coup de tonnerre. Obasi serra les dents, mais ne cria pas. Le deuxième coup, puis le troisième, le quatrième. Le sang commença à couler, traçant des sillons écarlates sur la peau sombre de son dos. Parmi les esclaves contraints d'assister au spectacle, plusieurs femmes pleuraient en silence. Les hommes serraient les poings impuissants, la rage et la peur se disputant dans leurs yeux. Dina, la vieille cuisinière, murmurait des prières entre ses lèvres. Au 10e coup, Obasi vacilla, mais resta debout. Ses mâchoires étaient serrées si fort que les muscles de son visage semblaient taillés dans la pierre. Au 15e coup, un grognement sourd lui échappa malgré lui, mais il ne supplia pas. Au 20e, ses jambes cédèrent et seules ses mains attachées le maintenaient encore. Son corps pendait, inerte. Au 30e, il avait perdu connaissance, mais Blackwell continua de frapper avec la même régularité mécanique. Le bruit du cuir contre la chair avait quelque chose d'obscène dans le silence de la cour. Au 40e, même le contremaître transpirait de l'effort, mais il ne s'arrêta pas. Lady Thornbury regardait depuis le perron, le visage impassible. Mais ceux qui l'observaient de près auraient pu remarquer que ses mains tremblaient légèrement, que ses lèvres étaient exsangues à force d'être serrées. Quand les 50 coups furent administrés, le dos d'Obasi n'était plus qu'une masse sanglante de chair à vif. On le détacha du poteau et on le traîna jusqu'à sa case, où on le jeta sur un tas de paille comme un sac de farine. 3 jours plus tard, alors qu'il gisait encore entre la vie et la mort, soigné en cachette par Dina, qui risquait elle-même le fouet en lui apportant des onguents et de l'eau, un marchand d'esclaves arriva à Thornbury Hall avec ses chaînes et son chariot. Lady Thornbury avait tenu parole. Obasi fut vendu pour une somme dérisoire $100 seulement, compte tenu de l'état de son dos à un homme du nom de Silas Garrett, un négociant sans scrupules qui fournissait de la main-d'œuvre aux mines de charbon de Virginie occidentale. Garrett examina le corps à moitié mort qu'on lui présentait,
calcula qu'il en tirerait tout de même quelques années de travail si l'homme survivait au voyage, et compta les billets dans la main tendue de Lady Thornbury. Les mines. Tout le monde savait ce que cela signifiait. C'était une condamnation à mort, simplement plus lente et plus cruelle qu'une pendaison. Les hommes qui descendaient dans ces trous n'en remontaient généralement que les pieds devant. O'Basy disparut de Thornbury Hall, enchaîné dans un chariot, à peine conscient, son dos couvert de bandages de fortune déjà tachés de sang. Mais son histoire ne s'arrêta pas là, et celle de Lady Thornbury non plus. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose changea dans la grande maison. Les domestiques accomplissaient leurs tâches avec une obéissance irréprochable, mais quelque chose avait disparu de leurs gestes, une déférence sincère, peut-être, ou simplement l'illusion que leur maîtresse était différente des autres. Lady Thornbury surprenait parfois des regards qui se détournaient trop vite, des conversations qui cessaient brusquement à son approche. Elle commença à mal dormir, hantée non pas par des remords, elle se refusait à en éprouver, mais par la mémoire obsédante de ce regard qu'O'Basy lui avait adressé. Ce regard de pitié qui l'avait transpercé plus sûrement qu'aucune insulte ne l'aurait fait. Plus troublant encore, les rumeurs commencèrent à se répandre au-delà des limites de la plantation. Les esclaves avaient leur réseau, leur façon de communiquer que leur maître ne soupçonnait pas, des messagers qui passaient d'une propriété à l'autre, des chants qui portaient des messages codés, des regards qui transmettaient ce que les mots ne pouvaient pas dire. De bouche à oreille, d'une plantation à l'autre, l'histoire se transmit non pas la version officielle de la tentative de viol, mais la vérité que tout le monde devinait. La maîtresse de Thornbury Hall s'était offerte à un esclave. Il avait refusé. Elle l'avait détruit pour ce refus. Pour les esclaves des plantations environnantes, cette histoire avait quelque chose de rassurant et de terrifiant à la fois. Rassurant parce qu'elle prouvait que même dans les chaînes, on pouvait garder une part de soi-même. Terrifiant parce qu'elle montrait le prix de cette résistance. Bientôt, les planteurs voisins commencèrent à regarder Lady Thornbury différemment. Pas à cause de ce qu'elle avait fait à O'Basy, ce genre de cruauté envers les esclaves n'avait rien d'inhabituel et ne choquait personne dans leur milieu. Non, ce qui les troublait, c'était ce que cette histoire révélait sur elle. Une femme qui convoitait ses esclaves, qui se laissait gouverner par des appétits charnels au point de perdre toute mesure, cette femme-là était dangereuse pour l'ordre social tout entier. Les invitations se firent plus rares. Les regards lors des assemblées et des offices religieux se chargèrent de sous-entendus déplaisants. Les autres femmes de la haute société virginienne se mirent à éviter sa compagnie comme si sa disgrâce pouvait être contagieuse. Lady Thornbury se retrouva progressivement isolée, prisonnière de sa propre plantation, de sa propre réputation souillée. Elle qui avait tout contrôlé, tout maîtrisé, voyait son monde lui échapper comme du sable entre les doigts. Les soirées où elle avait brillé, les conversations où elle avait imposé ses vues, les alliances qu'elle avait tissées avec patience, tout cela s'effritait jour après jour. Elle commença à boire, d'abord un verre de brandy le soir pour trouver le sommeil, puis deux, puis une bouteille entière. L'alcool n'effaçait pas les souvenirs mais les rendait plus flous, plus supportables. Elle congédia Jonas, le vieux majordome, parce qu'elle ne pouvait plus supporter la façon dont il la regardait. Elle fit vendre patience à un planteur de Caroline, se débarrassant ainsi du témoin le plus gênant de sa honte. Pendant ce temps, dans les ténèbres des mines de charbon, O'Basy survivait contre toute attente. Son dos avait mis des mois à cicatriser, laissant un entrelacs de bourrelets de chair qui racontait son histoire à quiconque savait lire ses cartes de souffrance. Le travail dans les mines était exactement aussi brutal que les rumeurs le prétendaient, des journées de 18 heures dans des tunnels où l'air lui-même semblait empoisonné, des accidents constants, une nourriture à peine suffisante pour maintenir les hommes debout. Beaucoup mouraient. O'Basy refusait de mourir. Il s'accrochait à la vie avec une ténacité qui surprenait même les surveillants les plus cyniques. Il y avait dans sa survie quelque chose de délibéré, presque de provoquant. Chaque jour où il se levait, chaque coup de pioche qu'il donnait, chaque respiration qu'il prenait dans cet air vicié était un acte de résistance. Il avait dit non à Lady Thornbury. Il continuait à dire non à la mort qu'elle lui avait promise. Cette pensée le portait dans les moments les plus sombres, quand les tunnels s'effondraient autour de lui ou quand la faim lui tordait les entrailles. Dans la mine, il devint une sorte de légende parmi les autres esclaves. L'homme qui avait refusé sa maîtresse, l'homme dont le dos portait la preuve qu'on pouvait tenir tête au pouvoir blanc
et survivre. Autour des maigres feux de camp que les surveillants toléraient parfois le soir, son histoire se racontait à voix basse, s'embellissant au fil des récits, devenant quelque chose de plus grand que ce qu'elle avait réellement été. Certains disaient qu'il avait craché au visage de sa maîtresse. D'autres prétendaient qu'il l'avait maudite dans une langue africaine et que c'était pour cela qu'elle portait malheur maintenant. Les détails changeaient, mais le sort de l'histoire restait le même. Un homme avait dit non. Les années passèrent. La guerre de sécession éclata en 1861, bouleversant l'ordre établi du Sud esclavagiste. En 1863, la proclamation d'émancipation changea théoriquement le statut de millions d'êtres humains, même si la liberté réelle restait encore un horizon lointain pour beaucoup. Obasi ne vécut pas assez longtemps pour voir la fin de la guerre. Il mourut en 1864, épuisé par 8 années de labeur dans les entrailles de la terre, ses poumons rongés par la poussière de charbon. Il avait 42 ans. On l'enterra dans une fosse commune avec les autres morts de la semaine, sans pierre tombale ni cérémonie. Mais ceux qui l'avaient connu gardèrent sa mémoire vivante bien longtemps après que son corps eut rejoint la terre. Mais avant de mourir, il avait transmis son histoire à Ézéchiel, un jeune homme de 20 ans qui était arrivé à la mine 1 an plus tôt et qui l'avait écouté pendant de longues nuits. À Kokou, un béninois qui portait un autre nom devant les surveillants, mais qui tenait farouchement à son identité secrète. À Akachi, une femme qui travaillait aux cuisines et qui pleurait en silence chaque fois qu'Obasi racontait la nuit de juillet 1857. À tous ceux qui avaient voulu entendre, il avait légué ce récit comme on lègue un trésor. Ce n'était pas du courage, leur disait-il toujours. Ce n'était même pas de la fierté. C'était simplement le refus de me laisser posséder entièrement. Elle voulait mon corps et mon sœur en même temps. Le corps, elle pouvait le prendre, elle l'avait acheté, après tout. Mais le sœur appartient à celui qui choisit de le donner, et je n'ai jamais fait ce choix. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Lady Thornbury, quant à elle, connut une fin moins paisible. La guerre ruina ses finances comme celles de nombreux planteurs. Thornbury Hall fut réquisitionné par les troupes de l'Union en 1864. Elle mourut en 1870, seule et appauvrie, dans une pension de Richmond, où elle occupait une chambre minable payée par un cousin éloigné qui avait pitié d'elle. Ceux qui la croisèrent dans ces dernières années rapportèrent qu'elle parlait souvent toute seule, qu'elle semblait avoir des conversations avec des interlocuteurs invisibles. Parfois, disait-il, elle argumentait avec quelqu'un qu'elle appelait le forgeron, défendant ses actions, justifiant ce qu'elle avait fait. Elle répétait sans cesse que c'était lui qui l'avait humiliée, que c'était lui le coupable, que la punition avait été méritée. Elle mourut dans son sommeil, seule, un soir de novembre. On ne découvrit son corps que 3 jours plus tard. Personne ne vint à son enterrement. Elle n'obtint jamais la réponse qu'elle cherchait. L'histoire d'Obasi et de Lady Thornbury aurait pu se perdre dans les innombrables tragédies de l'esclavage américain, noyée dans un océan de souffrances similaires ou pire encore. Mais elle survécut, transmise d'abord oralement parmi les communautés d'anciens esclaves, puis consignée par écrit après la guerre par Patience, l'ancienne femme de chambre de Thornbury Hall. Patience avait appris à lire et à écrire en cachette pendant ses années de servitude, risquant le fouet pour acquérir ce savoir interdit. Après l'émancipation, elle utilisa ce don pour témoigner. Elle écrivit tout ce qu'elle avait vu cette nuit-là et dans les jours qui avaient suivi la convocation nocturne, les rumeurs parmi les domestiques, le mensonge de l'accusation de viol, le châtiment terrible infligé à un innocent. Son témoignage, retrouvé des décennies plus tard dans les archives d'une église méthodiste de Virginie, restituait non seulement les faits, mais aussi leur signification profonde. Ces pages jaunies par le temps portaient la trace tremblante d'une main qui n'avait appris à écrire que tard dans la vie, mais chaque mot y pesait son poids de vérité. « J'ai vu beaucoup d'injustices dans ma vie », écrivait-elle dans les dernières lignes de son récit. « J'ai vu des hommes et des femmes traités plus mal que des bêtes de somme. J'ai vu des familles déchirées, des enfants arrachés aux bras de leur mère, des corps brisés par le travail et la cruauté. Mais je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau que le visage d'Obasi quand il a quitté la chambre de la maîtresse cette nuit-là. Il marchait comme un homme libre. Pour quelques heures, avant que la vengeance ne s'abatte sur lui, il était libre.
Et cette liberté-là, personne ne pourra jamais la lui reprendre. Ouais. Ce qu'Obasi avait compris instinctivement, et ce que son histoire nous enseigne encore aujourd'hui, c'est que la liberté ne se réduit pas à l'absence de chaînes. Il existe une liberté intérieure, un espace inviolable au cœur de chaque être humain, que même les systèmes d'oppression les plus brutaux ne peuvent atteindre à condition que l'on choisisse de le défendre. En disant non à Lady Thornbury, Obasi n'a pas changé sa condition matérielle. Il savait parfaitement qu'il serait puni, probablement tué. Son refus n'avait aucun sens d'un point de vue pratique, aucun avantage tactique. Pourtant, ce refus a été l'acte le plus important de sa vie, parce qu'il a prouvé à lui-même autant qu'à ceux qui entendraient son histoire par la suite, que l'esclavage pouvait enchaîner le corps, mais pas l'âme. Que même dans la soumission la plus totale, il restait un choix possible. Que dire non, même une seule fois, même sans espoir de victoire, c'était affirmer son humanité face à ceux qui voulaient la nier. Lady Thornbury a cru qu'elle pouvait tout acheter, tout posséder, tout contrôler. Elle avait grandi dans un monde qui lui enseignait que l'argent et le pouvoir donnaient droit à tout, que les êtres humains pouvaient être réduits à des marchandises, que le désir du maître était une loi à laquelle les esclaves devaient se plier. Le refus d'Obasi a fait s'écrouler cette illusion, non pas de manière spectaculaire, non pas avec fracas, mais avec la force tranquille d'une vérité énoncée simplement. Il lui a montré les limites de son pouvoir, les frontières de sa possession, l'existence d'un territoire qu'elle ne pourrait jamais conquérir. Cette révélation l'a brisé plus sûrement que n'importe quelle défaite militaire ou financière. Elle pouvait le fouetter, elle pouvait le vendre, elle pouvait le condamner à une mort lente dans les mines. Mais elle ne pouvait pas effacer ce moment où un homme qu'elle croyait entièrement à sa merci l'avait regardé avec pitié. L'histoire d'Obasi nous rappelle que chaque être humain, quelles que soient les circonstances de sa vie, possède cette capacité de refus. C'est peut-être la liberté la plus fondamentale, qui soit non pas la liberté de faire ce que l'on veut, mais la liberté de ne pas faire ce que l'on refuse, de tracer une ligne et de dire « au-delà, vous n'irez pas ». Obasi n'a pas renversé l'esclavage. Il n'a pas libéré les siens ni changé le cours de l'histoire, mais il a fait quelque chose de plus intime et peut-être de plus profond. Il a prouvé que l'on peut rester debout quand tout vous pousse à genoux. Et parfois c'est suffisant.